American Psycho est un film culte, tantôt décrit comme un vrai chef-d'œuvre, tantôt comme une fraude pour cinéphiles de pacotille. Où est la vérité? Parlons un peu de ce film inclassable du début des années 2000. Je vous préviens, moi je l'aime beaucoup, donc je vais essayer de vous convaincre qu'il mérite son statut. J'ai toutes les caractéristiques d'un être humain, mais je ne ressens jamais d'émotion perceptible. Sorti au cinéma en 2000 pour bien commencer le millénaire, American Psycho est un film américain réalisé par Mary Harron et adapté du roman de Bret Easton Ellis, lui-même paru en 91. Alors avant toute chose, je précise, oui, je prononce American Psycho, parce que le P ne se prononce pas en début de mot devant un S en anglais. Si vous prononcez Psycho, non seulement vous êtes dans le tort, mais en plus vous avez mérité votre moyenne de merde en anglais, voilà. Bref. Après, vous pourrez largement constater au cours de cette vidéo que j'ai moi-même une prononciation douteuse des noms anglo-saxons. Bon, pour vous remettre rapidement le contexte, Bret Easton Ellis est un auteur connu pour écrire des romans très violents et bourrés de cul qui sont des critiques virulentes des classes privilégiées d'une certaine société occidentale et capitaliste. Les thématiques de ses livres se répètent souvent, étudiant la perversion qui naît du pouvoir, de l'impunité et de la vanité. Dans le cas d'American Psycho, on a l'histoire de Patrick Bateman, un golden boy de Wall Street qui vit dans un climat d'opulence et de toute puissance dans les mois qui précèdent le krach boursier de 87. Bien sous tout rapport en apparence, Bateman est un être profondément égoïste, misogyne, raciste, homophobe et tout ce qui va avec, obsédé par le contrôle et les apparences, et dont le hobby secret est de torturer et de tuer des gens, et de préférence des jeunes femmes. Ou du moins, il est persuadé que c'est son hobby, puisque l'histoire laisse petit à petit entendre que ces crimes ne sont que des fantasmes. Ça, c'est pour les grandes lignes. Au moment où le roman est sorti, il suscite de vives réactions de la part d'à peu près tout le monde, et entre autres d'associations féministes, puisque les comportements décrits dans l'histoire sont profondément misogynes. En ce qui me concerne, je comprends ces levées de boucliers, et en même temps j'aime beaucoup le roman, que je trouve intelligent, drôle et certes parfois complaisant, mais jamais dans une approbation de ce qu'il décrit. C'est le fameux débat: à partir de quand est-ce qu'une œuvre violente dénonce la violence ou la glorifie? L'une des raisons pour lesquelles je trouve le film si réussi, c'est justement pour la manière dont il va traiter cet aspect-là. Mais on va y revenir. D'ailleurs, ça me fait penser à un dossier qu'on a fait sur le site d'Écran Large dans lequel on a listé, avec American Psycho, 5 films à voir dont le héros est un psychopathe. Vous pouvez y avoir accès et à plein d'autres articles passionnants en vous abonnant au site. C'est pas cher et ça nous fait vivre. Et sinon, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne et laisser un commentaire, ça c'est gratuit. Bref, à l'époque, c'est donc la réalisatrice Mary Harron qui est engagée. Elle n'avait réalisé à l'époque qu'un film sorti en 96, I Shot Andy Warhol, qui racontait l'histoire vraie de Valérie Solanas, une femme ayant essayé d'assassiner Andy Warhol. Mais la réussite de I Shot Andy Warhol arrivait à point nommé, après le départ de David Cronenberg du projet, parce qu'il ne s'entendait pas avec Bret Easton Ellis sur le scénario. Mary Harron est donc validée et elle commence à chercher son fameux Patrick Bateman. À peu près tous les noms d'Hollywood sont passés par là, mais elle jette son dévolu sur Christian Bale, alors en plein tournage du Velvet Goldmine de Todd Haynes. Au départ, il en a pas grand chose à secouer parce qu'il n'a pas lu le livre, mais il finit quand même par être intrigué en jetant un œil au scénario. Une chose amusante se passe alors, puisqu'il dit à Mary Harron: alors en fait le scénario très cool, mais je pense que ça va pas le faire parce que malheureusement je trouve ça super drôle. Et là, elle répond: mais t'as tout compris, mon cri-cri, let's go! La réalisatrice est ravie de trouver un acteur qui trouve aussi au film un potentiel comique et satirique, et dès lors, les deux partent bras dessus, bras dessous pour faire le film de leur rêve. Mais c'était sans compter sur le méchant de cette histoire, à savoir Leonardo DiCaprio. Oui, Leonardo DiCaprio qui, à l'époque, a les faveurs du producteur Lionsgate. Normal. À la fin des années 90, la dernière fois que Christian Bale a été vraiment connu, c'était quand il avait 13 ans dans Empire du Soleil, soit dit en passant le meilleur Spielberg. Je ne blâme pas les gens pour les erreurs qu'ils commettent, mais qu'ils en assument les conséquences. Depuis, il a enchaîné des petits rôles, et regardez-moi trouver le moyen de caser encore Winona Ryder, hop, voilà. Les productions très confidentielles et pas toutes géniales. DiCaprio, de son côté, il a exactement le même âge, et il vient d'exploser dans Titanic. Si bien que Lionsgate est prêt à lui payer un cachet de 20 millions de dollars, alors que le film est budgété à 6 millions. Et bon, Léo, il est intéressé, quoi. Sauf que Mary Harron, elle dit qu'elle ne fera pas le film sans Christian Bale. Donc je vous la donne en mille, c'est bye bye, elle se fait virer. Dommage pour elle et dommage pour Christian Bale qui avait commencé la muscu, le bronzage et s'était même fait retaper les dents pour avoir l'air 100% américain. Ah oui, parce que j'ai pas précisé parce qu'il est gallois au départ. Mais cela dit, il en faut plus pour décourager l'acteur, qui continue de s'entraîner pendant des mois en étant persuadé que DiCaprio finira par laisser tomber le rôle. Peut-être parce que, pendant que lui il se prépare, son entourage essaye de le convaincre qu'accepter un rôle comme Patrick Bateman serait un suicide professionnel. Un argument qui pourrait ébranler une star comme DiCaprio, mais qui ne fait que motiver un outsider comme Bale. Mais Leonardo, de son côté, il a lancé la machine, et comme il n'y a plus de réalisatrice à la barre, ils se mettent à proposer des noms, du style Scorsese et Kubrick, parce que allons-y gaiement. C'est Oliver Stone qui sera choisi finalement, et le projet recommence à se préciser. Mais c'était sans compter sur le fait que Christian Bale avait raison, puisque au bout d'un moment, DiCaprio se dégonfle et que tout le monde se barre.
C'est donc le retour de Mary Harron, et alors que le studio essaye d'engager Ewan McGregor, Bale le supplie de ne pas accepter le rôle, et c'est ainsi que celui qui sera vraiment le visage de Patrick Bateman est finalement casté, pour un cachet de 50 000 balles. On est bien loin des 20 millions promis à DiCaprio, c'est clair. Grosse ironie du sort, la rumeur dit que la personne qui aurait convaincu DiCaprio de se désister serait Gloria Steinem. Gloria Steinem est une grande figure du mouvement de libération des femmes qui avait donné de la voix contre le roman lors de sa publication. Comme elle était contre le fait que le film se fasse, elle aurait rappelé à DiCaprio que son immense fanbase post-Titanic était largement composée de jeunes adolescentes, et qu'il allait tout détruire en faisant ce film. Le fameux suicide professionnel qui motivait tant Christian Bale, quoi. Mais l'ironie, donc, c'est que Gloria Steinem épousera, l'année de la sortie du film, un certain David Bale, père de Christian Bale, et que c'est donc, en définitive, son beau-fils qui incarnera Bateman à l'écran. Mais peut-être n'avait-elle pas conscience à l'époque de la vision féministe que Mary Harron et Guinevere Turner, la scénariste et actrice du film, voulaient insuffler à leur adaptation. En même temps, réussir à tirer un film féministe du roman de Bret Easton Ellis, c'est clair que c'était pas gagné. Est-ce que le pari est tout de même réussi ? On va en parler. Dans le roman, on est complètement dans la tête de Bateman, qui est narrateur à la première personne, et on n'a accès qu'à ses pensées. Dès lors, le point de vue des autres personnages est automatiquement exclu, et le texte ne retient que ce qui impacte Bateman directement, que ses ressentis. Mary Harron profite du passage à l'image, et donc de la présence des autres personnages dans les cadres, pour intégrer leur point de vue, et mettre en perspective la folie de Bateman. C'est notamment le cas des personnages féminins qui vont exister principalement par leur propre regard, plutôt que par celui que les hommes vont poser sur ces femmes. En vrac, on peut évoquer le regard désirant de la femme du passage piéton, le regard bon et indulgent de la mannequin qui s'apprête à passer la nuit avec Bateman, mais qui lui dit qu'elle ne se fait pas d'illusions sur ce qu'il pense d'elle, le regard de jugement et de suspicion de l'agente immobilière qui le met en face de sa culpabilité, etc., etc. La mise en scène met en valeur tous ces regards silencieux qui permettent de mettre de la distance vis-à-vis de Bateman et de son comportement. Mais c'est encore plus précis chez les personnages plus présents. Étudions par exemple le cas de la compagne de Bateman, Evelyn, interprétée par Reese Witherspoon. Et c'est le moment où je casse que Christian Bale a essayé de convaincre Winona Ryder d'accepter ce rôle, puisqu'ils sont devenus potes sur le tournage des 4 filles du Dr March quelques années avant. Mais elle a refusé. En revanche, Samantha Mathis, qui était aussi dans les 4 filles du Dr March, a bien accepté le rôle de Courtney, la maîtresse de Bateman, et on va parler d'elle aussi. Avec ces deux personnages, ce qui est intéressant, c'est que même si Evelyn et Courtney restent aussi superficielles et pathétiques que toutes les connaissances de Bateman, elles prennent ici une importance qu'elles n'avaient vraiment pas dans le roman. Non pas en termes de relation avec Bateman ou du rôle qu'elles jouent dans l'histoire, mais dans la manière dont elles offrent un regard extérieur sur Bateman, bien plus que tous ses amis masculins qui sont juste des copier-coller de lui-même. À presque chacune de leurs interactions, même si les scènes commencent par être racontées du point de vue de Bateman, une bascule de point de vue s'opère au cours de la scène pour qu'on se retrouve du côté d'Evelyn ou de Courtney, jusqu'à ce que la caméra reste un instant avec elle après que Bateman est sorti du cadre. Dans ces dialogues, on a le sentiment de lassitude, d'incompréhension, de frustration de ces femmes qui est exprimé beaucoup plus que dans le roman, et notamment grâce à la caméra qui les favorise. Dans le dialogue avec Courtney, au cours duquel la jeune femme tente d'avoir un échange un tout petit peu humain avec Bateman après une partie de jambes en l'air, encore une expression sortie de 1953, l'espace d'un instant, elle laisse entrevoir la possibilité d'une relation normale sous toute la superficialité et l'hypocrisie de leur contact. Une main tendue à laquelle Bateman reste évidemment totalement sourd. Patrick? Yeah? Nothing. C'est une manière d'utiliser ces personnages, grâce à l'intelligence subtile de la caméra, pour enrichir le propos, et c'est une des qualités de cette adaptation. C'est encore plus manifeste chez les femmes qui sont directement victimes de Bateman, notamment la prostituée qu'il surnomme Christie. Par exemple, si on prend la scène de la salle de bain où Bateman regarde la jeune femme se laver, on a cet élargissement soudain du cadre qui fait tout à coup prendre du recul sur la situation, efface toute idée d'intimité ou de sensualité, et rend tout à coup l'ensemble ridicule. Gênant et menaçant aussi, mais surtout, très bête. Ces cadres larges qui font prendre une distance rationnelle avec le pathétique de Bateman, ça intervient à plusieurs moments dans cette séquence. C'est le même effet que crée ce dialogue dans lequel Bateman demande si Christie et Sabrina veulent savoir ce qu'il fait, et qu'il est tout prêt à venir frimer en racontant sa vie, et qu'elles répondent que non, elles en ont rien à battre, Patrick, elles sont juste là parce qu'elles sont payées pour ça. Ce genre de dialogue et ce pouvoir comique qui est donné aux personnages secondaires féminins, c'est vraiment propre au film, c'est très peu ou pas du tout là dans le roman. Par ailleurs, pendant que Bateman cause tout seul et que sa voix devient une sorte de voix off, les enjeux de la scène sont beaucoup plus racontés par les regards échangés entre les femmes qui sont pleins de sens et qui, là encore, n'existent que grâce à la caméra qui veut bien les capter. C'est parce que ces femmes, leurs regards et leurs réactions existent dans le cadre que Bateman devient si bizarre et ridicule en face, et qu'on est bien loin d'un tueur en série charismatique et glamourisé. La deuxième fois que Bateman fait appel à Christie,
visite qui se terminera sur le soi-disant meurtre de la jeune femme, la séquence est filmée de son point de vue à elle, qui est en alerte constante vis-à-vis du comportement de Bateman. Toujours en silence, ce sont ses réactions et son regard qui vont dicter la lecture de la scène. Enfin, il faut s'arrêter sur le personnage de Jean, interprété par Chloé Sevigny. C'est la secrétaire de Bateman qui est amoureuse de lui et qui voudrait attirer son attention. Chez elle aussi, tous les petits regards silencieux sont importants. Il y a ceux qui sont pleins d'amour, ceux qui sont blessés et ceux qui finissent par percer Bateman à jour, notamment parce que Jean trouve un carnet dans lequel son patron a dessiné ses fantasmes sexuels et sanguinaires. Dans la séquence où Jean retrouve Bateman chez lui, avec l'espoir pas très secret de réussir à l'emballer, mais que lui voudrait plutôt l'emballer dans le plastique, le personnage de la secrétaire prend aussi plus d'importance qu'elle n'en a dans le roman. Au moment où Bateman va peut-être lui tirer un clou dans la tête, il est interrompu par un message d'Evelyn qui bousille un peu l'ambiance du gars qui avait dit qu'il était célib. Indirectement, Evelyn sauve la peau de Jean, puisque grâce à cet appel, Bateman est perturbé dans sa logique. Face à la candeur de Jean, sa volonté de tuer est tout à coup ébranlée et il lui demande de partir pour éviter qu'il lui fasse du mal. Jean est donc le seul personnage qui aura pu mettre en déroute, sans le savoir, le désir meurtrier ou de fantasme meurtrier de Bateman. Voilà certaines des raisons pour lesquelles il est évident que les personnages féminins du film ont un emploi beaucoup plus intéressant que dans le livre de Bret Easton Ellis. Ici, ils sont nécessaires aux commentaires satiriques et à la peinture moqueuse qui est faite sur cette société et sur Bateman. Ils changent, selon moi, tout le paradigme de l'histoire, et même si on n'est peut-être pas sur un grand manifeste féministe, pour moi c'est clair qu'American Psycho est bien un film de femmes, réalisé par une femme, scénarisé par une femme, et habité par tout un tas de personnages qui trahissent un regard très féminin sur cette histoire. Un aspect qui le rend beaucoup plus intéressant que ce que veulent bien y voir les Jordan de 17 ans avec une photo de profil Peaky Blinders sur Twitter, qui adule les personnages comme Patrick Bateman, Tyler Durden et toute la compagnie des dieux de la masculinité sans cervelle. Mais une raison pour laquelle American Psycho est parfois rejeté, c'est pour son soi-disant manque de fidélité au roman, dont il serait une interprétation très édulcorée. Au-delà du fait que l'adaptation d'un roman n'a pas forcément besoin de lui être fidèle, c'est vrai que le film est infiniment moins violent que le livre. Et pour cause, s'il avait été fidèle sur cet aspect-là, il serait jamais sorti en salle. Pourtant, et alors que j'aime beaucoup le roman, je n'ai pas le sentiment qu'on y perde grand-chose. Et ça, c'est parce que Mary Harron a parfaitement compris le principe d'adaptation. Si le film est moins frontalement choquant, moins malsain et voyeur dans ses détails gore, ça ne l'empêche pas d'habilement sous-entendre des choses horribles et de miser sur l'imagination du spectateur pour combler les trous. C'est quelque chose qui se voit surtout au montage avec la brutalité de certains raccords. Celui qui passe du cintre dans la main de Bateman à Christy et Sabrina visiblement blessés et traumatisés, celui qui passe du sourire échangé avec la passante à un drap ensanglanté dans un pressing, celui qui passe de la jeune femme blonde qui monte dans la voiture avec Bateman à la mèche blonde qu'il tient au bureau le lendemain. Cette manière beaucoup plus soft de raconter la violence est, je trouve, hyper impactante, tout en évitant la complaisance quelque peu masturbatoire dans laquelle certains cinéastes ou écrivains qui dénoncent soi-disant la violence aiment parfois en fait se vautrer. Parfois. On est d'accord que je ne suis pas en train de condamner la représentation de la violence au cinéma en général, c'est évident. Mais pour éviter encore toute glorification de cette violence, la réalisatrice choisit, en plus, comme on l'a dit, de renforcer l'aspect comique de l'œuvre. La scène du meurtre de Paul, par exemple, est hilarante de bout en bout. Enfin, en tout cas, moi, elle me fait vachement rire. À travers cet humour, la caractérisation d'un Bateman en personnage beaucoup plus absurde et ridicule qu'il ne veut bien le penser est à son comble, et la violence est distanciée comme étant beaucoup plus l'élément cartoonesque d'un fantasme plutôt qu'une réelle mise à mort. Et dans American Psycho, ça ne veut pas dire traiter le meurtre avec légèreté. Ça veut dire remettre en question la réalité de ce meurtre. Parce que ces non-dits, ces choses qui ne sont pas montrées, ces raccords qui suggèrent et cet humour, ça participe de tous les procédés qu'utilise la réalisatrice pour laisser entendre que les actes de Bateman ne sont en réalité que des fantasmes. Aspect assez évident quand on lit le livre, assez reconnu et même défendu par Bret Easton Ellis, mais parfois pas toujours bien admis par les tweetos Peaky Blinders et compagnie là. Donc je vais un peu parler de ces manières dont Mary Harron brouille habilement la frontière entre réalité et fantasme de son personnage. On peut déjà mentionner cet enchaînement très simple et pourtant très parlant de Bateman qui traîne le sac dans lequel il a mis le corps de Paul Allen au travers de son hall d'immeuble. Dans un plan, il y a une traînée de sang, mais dans son contre-champ, plus large et moins subjectif, il n'y a plus de sang. De toute manière, ce n'est absolument pas crédible d'imaginer qu'un tueur laisserait une énorme traînée de sang dans le hall de son immeuble avant de monter dans un taxi. Ce genre de petites absurdités, c'est le genre d'indice qu'on a dans le roman, et il y en a aussi plusieurs dans le film. Citons par exemple le moment où Bateman fonce dans l'appartement de Paul pour déguiser sa mort et qu'il laisse un message avec une voix absolument pas ressemblante sur son répondeur et qu'il fout ses empreintes partout, alors qu'il demande lui-même, plus tard,
au détective si des empreintes ont été retrouvées. Le moment où il tue Christie en laissant tomber sa tronçonneuse, c'est absurde. Même pas plus absurde que le fait que personne dans l'immeuble ne réagisse au fait qu'une meuf hurle dans tous les couloirs et qu'un type à poil et en basket couvert de sang court avec une tronçonneuse. Ça, c'est un peu ludique et accessoire, comme les changements d'expression de Bateman juste avant qu'un plan ne coupe, et qu'il passe de souriant à pur psychopathe en une fraction de seconde. Mais toujours dans l'angle mort de ses interlocuteurs et toujours une fraction de seconde avant que le plan ne coupe. Par exemple, ça, pour moi, ça trahit davantage quelqu'un qui vit dans différentes réalités que quelqu'un qui est dans la maîtrise absolue de ce qu'il fait. Et puis c'est un peu drôle. Autre élément qui trahit l'illusion totale dans laquelle le personnage s'enfonce, c'est le personnage du détective Kimball, incarné par William Dafoe. Celui-ci doit enquêter sur la disparition de Paul Allen, sauf que ce qu'il fait ne ressemble absolument pas à une enquête, et pour moi c'est un personnage qui est à peine réel, qui est peut-être même davantage une projection de la conscience de Bateman, qui est poursuivie par une forme de culpabilité. J'en veux pour preuve que le détective ne relève pas les empreintes dont on a parlé, mène des interrogatoires très légers et souvent hors sujet, et est surtout mis en scène dans des scènes statiques où un simple chant contre chant en fait le miroir de Bateman. Le film laisse toujours la double interprétation possible. Peut-être que Paul Allen est vraiment mort assassiné, et que personne ne s'en rend vraiment compte parce que dans ce milieu, les noms et les têtes se baladent sans que personne ne s'y retrouve et n'en ait quelque chose à foutre au final, mais peut-être aussi qu'il n'est juste vraiment pas mort du tout. Et c'est honnêtement le plus probable. Pour moi, Kimball, c'est la dernière branche mentale à laquelle se raccroche Bateman. Dans la scène du solarium, la voix off de Bateman dit que son mask of sanity, son apparente santé mentale, est sur le point de tomber. Pour moi, ce masque de raison, c'est Kimball, qui en est le dernier rempart. D'ailleurs, lors de l'un de leurs dialogues, ils finissent les phrases l'un de l'autre en décrivant la manière dont Paul a disparu comme avalé par le néant, chose que Bateman dit exactement de lui-même lors de la scène culte de sa routine matinale. Ce miroir d'auto-introspection qu'offre le détective à Bateman, ça m'amène à parler des miroirs tout court. Comme dans tout film traitant de déviance mentale qui se respecte, les miroirs sont très nombreux et sont utilisés comme symbole du dédoublement du personnage, de projection dans sa réalité parallèle. Rien que dans la scène d'ouverture en boîte de nuit, où l'on voit Bateman extérioriser sa violence pour la première fois. Ils se mettent à insulter gratuitement la serveuse sans qu'elle l'entende, et cette réplique est dite dans le miroir. Alors, est-ce qu'elle ne l'a vraiment pas entendu à cause du bruit, ou est-ce qu'il ne l'a insulté que dans sa tête ? Que dans le reflet de Bateman. Par la suite, les miroirs sont constamment présents dans le film et occasionnent très souvent un changement d'état chez Bateman. Dès lors, est-ce que toutes ces étapes qui le construisent, qui construisent son histoire, sont réelles ou ne sont que des projections de son esprit? Selon moi, à chaque fois que Bateman bascule dans la violence, il passe de l'autre côté du miroir, mais il ne tue pas réellement les gens. D'ailleurs, j'adore toute la séquence au cours de laquelle il pète définitivement un câble, qu'il imagine qu'un distributeur lui demande d'insérer un chat, rassurez-vous, il ne le tue pas, que lui-même comprend que son imagination en fait trop quand il crée une méga explosion avec son pauvre petit flingue, et qu'il se met à dégommer tous les gens qu'il croise pour aucune raison, de manière absolument plus contrôlée du tout, et avec toujours plus de ridicule. Toute cette séquence, qui se termine par le fabuleux monologue au téléphone, est non seulement très drôle, tout en étant dérangeante, mais aussi très joliment adaptée du passage équivalent dans le roman. Quand Bret Easton Ellis décrit ce coup de folie, le texte, qui est normalement à la première personne, passe à la troisième personne au milieu d'une phrase. Et cette phrase continue indéfiniment, enchaîne les mots et les actions, jusqu'à revenir enfin à la première personne. Comme si le Bateman narrateur devenait extérieur à lui-même à ce moment-là, avant de réintégrer son corps. Sans pouvoir passer par les mêmes procédés, je trouve que la manière dont Mary Harron fait basculer son personnage dans la folie est très habile. Enfin, quand je dis basculer dans la folie, c'est-à-dire qu'il passe à un stade supérieur, parce que tout au long du film, déjà, il y a une manière très spécifique de cadrer Bateman qui n'est pas du tout anodine. Ce sont tous ces gros plans sur son visage en courte focale qui le déforment et donnent l'impression qu'on rentre dans sa tête, dans son esprit déformé. Aucun autre personnage n'est filmé de cette manière dans le film, et tous ces plans ne sont jamais particulièrement justifiés par la situation. C'est vraiment une manière de montrer que le point de vue au travers duquel on découvre l'histoire est complètement tordu et subjectif. Bref, à travers tous ces procédés et encore beaucoup d'autres, dont plein de gens ont parlé avant moi, je trouve que Mary Harron parvient, avec d'autres moyens, à faire ce qu'avait fait Bret Easton Ellis, c'est-à-dire dépeindre le vide total chez quelqu'un. C'est aussi comme ça que le décrit Christian Bale dans les bonus du film d'ailleurs. Patrick Bateman est même quelqu'un de trop vide pour être un meurtrier finalement. Comme le personnage le dit lui-même dans sa routine du matin et dans son monologue final, c'est quelqu'un qui n'a tellement pas de substance en lui-même, qui n'est tellement que superficialité, tellement qu'apparence, qui n'a tellement aucun intérêt, que ça le rend fou, et qu'imaginer tuer des gens est pour lui un moyen d'exister. Mais qui ne tient pas, comme le dialogue avec son avocat le lui fera réaliser, puisque son illusion ne fonctionne que dans son esprit, et absolument pas dans le monde autour de lui. On pourrait encore parler longtemps de ce film, de la manière dont il dépeint une certaine société des années 80 à la veille du krach boursier d'octobre 87, la manière dont il commente l'ère Reagan, le discours sur la musique et la pop culture, etc. Mais bon, c'est pas tout, moi j'ai du boulot et sans doute que vous aussi. Mon but c'était de vous faire un peu comprendre pourquoi je trouve que oui, American Psycho est un très bon film, en tout cas moi je l'adore,
et que le fait d'aimer le roman ne m'empêche pas du tout d'apprécier tout autant le film, comme œuvre à part entière, à la fois différente, avec un regard féminin hyper intéressant, et en même temps très fidèle sur le fond du propos. Après, le film a moins bien fonctionné que le bouquin, qui a été un best-seller, là où le film aura eu un succès tout juste correct lors de sa sortie, mais qui sera devenu surtout culte par la suite. En tout cas, si vous aimez American Psycho, roman ou film, je vous conseille aussi la lecture de 2 autres romans de Bret Easton Ellis dans le même genre, Glamorama et Lunar Park, tous 2 écrits après le film, et dans lesquels l'auteur parle étrangement beaucoup de Christian Bale, à croire que son interprétation du personnage l'aura vraiment marqué. Sur cette note, je vous quitte, non sans vous recommander ma vidéo sur Equilibrium, autre film tourné juste après American Psycho, et encore avec Christian Bale, pour lequel l'acteur fut engagé justement grâce à sa performance de Patrick Bateman. Et ouais, encore un film que j'aime en dépit de l'avis de mes snobs de collègues. À bientôt. Stop!